Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis quand même content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir se voir en vrai en ces temps, en ces temps bouleversés, comme le dit mon intervention du jour. Donc moi, je m'appelle Marin Schaffner, j'ai 30 ans. Je suis ethnologue de formation. Je suis auteur, traducteur et éditeur. Je travaille principalement, enfin même quasiment exclusivement avec une maison d'édition qui est basée à Marseille, qui s'appelle Wild Project. Maison d'édition qui existe depuis 12 ans maintenant et qui est spécialisée dans les questions écologiques. Et pour commencer, j'avais surtout envie de vous raconter un peu qui je suis, parce que quitte à être là aujourd'hui, autant que je vous en raconte un peu plus, d'autant que si on parle de décoloniser nos imaginaires et nos vies, bah moi c'est quand même un des trucs auxquels j'essaye d'œuvrer au quotidien, de décoloniser ma vie et mes imaginaires, donc autant qu'on en parle, qu'on commence par là. Donc premièrement, quand même, pour vous raconter un peu mon parcours d'ethnologie qui a été somme toute rapide, parce qu'en fait j'ai fait un master d'ethnologie, j'avais d'abord fait une licence de lettres et de sciences politiques, après un master d'ethnologie. Et moi, ça faisait vraiment longtemps que je m'intéressais à ces questions anticoloniales d'abord. Alors, je vais faire la distinction après entre anticolonial et décolonial, mais d'abord anticolonial et donc toutes les histoires de guerre de décolonisation en Afrique, de néocolonialisme, dans la littérature aussi, Aimé Césaire, tous les mouvements de la négritude, Léopold Sédar Senghor, tout ça, c'est des choses qui m'intéressaient depuis l'adolescence, avec aussi quand même un certain intérêt pour les questions écologiques, mais c'est vraiment par les questions anticoloniales que je suis rentré dans tout ça. Et puis, bah, d'ailleurs, mon master d'ethnologie, je l'avais fait dans Paris intramuros, dans une banlieue intramuros, un quartier populaire à Belleville, où il y avait tout un tas de jeunes garçons, surtout de jeunes garçons plus que des jeunes filles, qui restaient dans la rue, qui tenaient la rue, qui étaient en galère. Et où vraiment, donc c'était tous des descendants de parents qui venaient d'autres pays, principalement des pays du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans Paris intramuros, c'était déjà en train de se rejouer des formes de colonialisme de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant avec les questions coloniales, c'est que des colonialismes extérieurs et des colonialismes intérieurs. Et puis, au fur et à mesure, aussi porté par ces questions écologiques, je me suis tourné vers ce mouvement des pensées décoloniales, qui est un mouvement assez particulier, en fait, si on veut en faire l'histoire, parce que il est né dans les années 90 en Amérique du Sud, dans le cadre d'un groupe de recherche d'universitaires qui s'appelait Modernité Colonialité. Vous pouvez aller retrouver leurs textes, hein, c'est assez intéressant, mais c'est des gens qui disaient, ben, l'Amérique du Sud, elle a été décolonisée, et pourtant il y a des tas de choses qui continuent à se perpétuer dans nos vies quotidiennes qui sont toujours coloniales. Et notamment, eux, leurs grands chevaux de bataille, c'était les questions industrielles et les questions institutionnelles internationales, le FMI, la Banque mondiale, des tas d'institutions qui étaient des institutions occidentales, desquelles ils étaient globalement exclus, mais qui étaient quand même encore en train de façonner la manière dont ils pouvaient vivre eux au quotidien. Et donc, tout cela étant dit, ces sujets, surtout après ensuite sur des questions écologiques avec les éditions Wild Project, m'ont vraiment porté. Et une des pensées dans lesquelles je me suis vraiment reconnu, c'est dans l'écologie sociale de Murray Bookchin. Donc Murray Bookchin, c'était un penseur éco-anarchiste des années 60 jusqu'aux années 80-90 aux États-Unis, qui lui, mais d'ailleurs je peux passer sur ça directement, ça vous fera. Hop, voilà, Murray Bookchin, il est là. Qui lui, du coup, dès les années 50-60, proposait cette idée de dire que, donc là c'est la citation que je vous ai mise, aucun des problèmes écologiques que nous affrontons aujourd'hui ne pourra être résolu sans un profond changement social. Mais lui disait, on ne pourra pas arrêter la domination des êtres humains sur la nature tant qu'on n'arrêtera pas la domination des êtres humains sur les êtres humains. Et donc, sa pensée à lui était une pensée qui était à la fois anti-patriarcale, anti-coloniale, anti-étatique aussi. Donc, elle n'était pas anti-tout parce il y avait des choses pour lesquelles elle était pro, et notamment elle était pour des autonomies locales populaires en démocratie directe. Il disait que c'était à peu près la seule organisation qui voyait à l'échelle internationale qui était à même d'amener des institutions qui soient décolonisatrices, des institutions qui soient des institutions libératrices pour quelles que soient les communautés n'importe où sur la terre. Donc ça, c'est une traduction que j'ai fait l'année dernière pour les éditions Wild Project. Je remonte un petit peu avant parce que la première chose que j'ai fait avec les éditions Wild Project, je vous fais un peu un brassage de tout ce que je fais, comme ça vous donnera des idées, des inspirations, des questions. Vous n'hésiterez pas après. La première chose que j'avais faite, c'était de faire un livre d'entretien, de 20 entretiens sur les pensées de l'écologie, qui s'appelle Un sol commun, à l'intérieur duquel j'avais rencontré à la fois donc des gens assez connus, hein, mais sociologues, anthropologues, philosophes, journalistes,
agroécologue, militant, notamment quelqu'un de Sea Shepherd. Enfin, voilà, il y avait une libraire aussi, il y avait plein de gens différents dans ce livre. Livre qui est déjà volontairement très accessible, c'est des courts d'entretien de 4-5 pages, une vingtaine, mais qui à chaque fois pose la question de toutes les ramifications des pensées de l'écologie. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ce dont on discute aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on commence à s'intéresser vraiment en profondeur aux pensées de l'écologie, on se rend compte qu'elles sont profondément décoloniales. Même si elles ne l'affirment pas toujours en tant que telles, la manière dont elles proposent de repenser le monde à partir de relations constitutives, d'interdépendance, de symbiose, d'écosystèmes, si on va vraiment au fond de ces idées-là, pas dans l'air du temps un peu greenwashé, mais on essaie de comprendre vraiment tout ce que ça implique, notamment des relations constitutives, de dire nous ne sommes pas des individus, nous sommes des tissus de relations, c'est des relations qui soutiennent nos existences, et sans ces relations-là, on n'existe pas. Ça, déjà, si on commence à faire ça, on voit bien que l'ensemble des dualismes et des binarités de notre monde occidental moderne commencent à trembler sur leur fondement, commencent à dire, mais alors attendez, corps, esprit, femme, homme, noir, blanc, émotion, raison, enfin voilà, qu'est-ce que c'est tout ça? On voit que en fait, ça met beaucoup de jeu à l'intérieur de toutes nos catégories héritées, celles dans lesquelles on a grandi. Et donc tout ça m'a amené aussi à travailler vraiment sur des questions écoféministes, donc en fait à m'intéresser à ces mouvements qui sont des mouvements qui existent depuis les années 70-80, qui sont nés principalement des luttes antinucléaires, c'était des femmes contre des missiles, notamment c'est le grand camp connu de Greenham Common en Angleterre dans les années 70, où des milliers de femmes se réunissent pour refuser l'arrivée de missiles nucléaires à côté de chez elles en disant pas de missiles pour nous et nos enfants. Et ces pensées-là se sont répandues un peu partout sur la planète et de façon aussi extrêmement décoloniale. Donc notamment ça, c'est la petite collection de livres de poche dans laquelle, avec Mathias, on a d'ailleurs fait un petit ouvrage que je vous montrerai tout à l'heure, tout récemment. Et à l'intérieur duquel, donc les deux premiers opus, c'était un entretien long avec Isabelle Stengers, qui est une philosophe des sciences, philosophe critique des sciences belge, qui est aujourd'hui assez âgée, qui a 75 ans, mais qui a passé toute sa vie à démonter les rapports autoritaires de la science moderne. En fait, sa grande question en tant que philosophe écoféministe, c'était de dire, mais est-ce que vraiment on regarde bien en face quel savoir on produit quand ce sont des hommes blancs qui les produisent dans des laboratoires? Parce que la norme majoritaire, c'est ça, c'est des hommes blancs dans des laboratoires qui produisent des savoirs scientifiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment, un de ces bouquins qui était super intéressant, c'était la recherche de l'atome. Il dit, oui, mais est-ce que vraiment vous croyez que des femmes qui n'auraient pas été dans des laboratoires auraient cherché l'atome, l'auraient cherché comme ça, et même des femmes dans des laboratoires et des hommes pas dans des laboratoires? Voilà, de dérouler ces questions-là, mais ça, vous voyez que ça ne se dit pas forcément directement décolonial, mais ça l'est. Ça veut dire que ça essaye de déconstruire les idées préconçues qu'on a dans la tête, qui sont des formes de colonialisme, parce que elles nous envahissent sans qu'on réfléchisse très bien à pourquoi elles nous envahissent ou pas. Et l'autre, c'est Deborah Birdrose, une ethnologue australienne qui a passé sa vie avec les aborigènes, et qui, elle, a forgé non, mais c'est beaucoup appuyé, parce qu'il existait déjà avant, mais c'est beaucoup appuyé à vraiment participer à la diffusion de ce concept dont je vais parler aujourd'hui, de savoir écologique autochtone. Donc elle, en anglais, elle dit Indigenous Ecological Knowledge. Donc je reviendrai sur la distinction juste après entre indigène et autochtone, mais voilà, ça c'est un petit livre qui pose vraiment bien cette question-là. Et notamment, elle dit pour être décolonial, les savoirs scientifiques de l'Occident moderne, ils doivent se recoller à des savoirs écologiques autochtones, repartir des savoirs de terrain immémoriels, et c'est depuis là seulement qu'on produira une science qui sera vraiment utile à tous et qui ne reproduira pas les dominations. Les deux petits ouvrages récents, histoire de vous les montrer aussi, mais parce que ça fait lien avec tout ça. Donc c'est le travail qu'on a fait avec Mathias et un troisième ami au cours de l'année qui vient de s'écouler, qui du coup est une réflexion sur les biorégions et sur les bassins versants, mais qui est une manière de repenser les frontières de nos mondes, les frontières de nos États-nations, de les questionner, et notamment, vous voyez la petite carte du livre qui est à droite, mais quand on regarde la carte de l'Europe avec des bassins versants, du coup qu'on nous essaie d'oublier les frontières des États-nations, on se rend compte que le mode d'organisation de l'État-nation est probablement pas le plus écologique, probablement pas non plus le plus biologique, mais dans le sens d'une logique, hein, je parle vraiment de logique, c'est qu'est-ce que c'est que la logique qu'on est en train de mettre en place. Et que là, c'est un focus qui est fait sur l'Europe, mais si on commence à regarder l'Afrique, où l'ensemble des frontières ont été tracées à la règle sur un coin de table à la fin du 19e siècle, on se rend compte que les bassins versants, pareil, sont quand même des manières de s'organiser qui sont un peu plus intéressantes.
et notamment pour les biorégionalistes, bonjour, pour les biorégionalistes américains originels des années 70, notamment Gary Snyder, dont j'ai mis la citation sur ce slide. Ce qui a été pour eux une des grandes révélations, c'était de se rendre compte que quand ils venaient se recoller au bassin versant de cette manière-là, ils retombaient quasiment au kilomètre près sur les territoires autochtones indigènes, d'avant la colonisation. Et donc, en fait, quand on vient se recoller au bassin versant, on retombe sur des territoires qui sont des territoires d'avant les colonisations. Mais c'est vrai pour l'Europe aussi, parce que vous dites, voilà, si on regarde comment on était organisé au XIIIe ou XIVe siècle, bah, de fait, on vivait le long des rivières, des fleuves, le long du littoral. Et les organisations étaient directement dépendantes des bassins versants le long desquels on habitait. Les pêcheurs du port de Brest et les pêcheurs du port de Marseille pêchaient des poissons, mais ils les pêchaient pas de la même manière. Ils avaient des techniques de pêche qui étaient différentes et on pouvait échanger sur ces techniques de pêche et certaines étaient plus adaptées à des milieux qu'à d'autres. Enfin voilà, on était dans des formes de multiplicité, de rapport à des écosystèmes qui étaient peut-être un peu plus fins que ce qu'on a aujourd'hui avec des gros chalutiers qui sont les mêmes dans l'Atlantique Nord ou dans la Méditerranée. Et puis pour terminer, juste histoire de vous tenir un peu au courant de ça aussi, ce petit manuel des pensées de l'écologie qui essaye vraiment de questionner ça, en fait, de faire les liens entre lutte féministe, lutte décoloniale et pensée de l'écologie sur une centaine d'années à travers à peu près 60 extraits. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les dualismes modernes. Et où on voit qu'en fait, parmi les pensées décoloniales et parmi les pensées féministes, il y a plein de choses qui nourrissent l'écologie et qu'en retour, l'écologie a énormément nourri ces pensées-là aussi. Bon, je vous ai mis un peu d'autres trucs, histoire de vous tenir au courant, mais c'est juste pour vous présenter un peu ma vie en détail que j'essaye de construire de façon un peu décoloniale. Il y a ces choses-là qui comptent aussi. Moi, je fais pas mal d'éducation populaire aux sciences sociales. C'est notamment ce qu'on a fait là avec la petite enquête collective La Chapelle, donc La Chapelle qui est dans le 8e arrondissement à Paris, qui est un des gros quartiers de migration dans Paris, en Île-de-France. C'est une enquête qu'on a fait avec des enfants de 4e. Et donc, on fait des enquêtes d'ethnologie dans un quartier. Moi, je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture d'éco-fiction. Donc, c'est ce que je vous ai mis avec le petit bouquin, le livre-est-il écologique. Du coup, donc là, c'était avec des libraires, mais je le fais avec pas mal de personnes différentes. On peut le faire avec n'importe qui. Se projeter dans des futurs désirables écologiques, voir si on se met d'accord sur ce que c'est qu'un futur désirable écologique, il faut prendre le temps. Mais une fois qu'on est d'accord, on s'y projette et on se dit, mais comment est-ce que moi je rêverais de vivre dans une société émancipée, quoi, à la fois où la transformation écologique et sociale aurait eu lieu, comment ça se passerait. Et ça donne plein d'outils pour revenir aujourd'hui et pour penser la manière dont on agit dans le monde. Donc ça, c'est aussi décolonial, plus dans les imaginaires. Et puis la dernière, je vous les ai juste mis pour information, mais ça, c'est des petits livres que j'ai fait avec des étudiantes et des étudiants de l'école de Camondo à Paris, l'école d'architecture d'intérieur et de design, où on a vraiment eu cette envie que le résultat du cours, le compte rendu, soit un entretien que des étudiantes et des étudiants allaient faire en collectif sur des sujets qui sont des questions de milieu d'apprentissage. Milieu d'apprentissage pris dans un sens vraiment écologique, c'est la manière dont on apprend, en quoi est-ce qu'elle est prise dans un milieu. Et le milieu, c'est à la fois une salle de classe, donc un volume, c'est des objets techniques auxquels on se relie, c'est des câbles, c'est des savoirs qu'on se transmet. Qu'est-ce que c'est que ce milieu-là, un espèce de milieu ambiant dans lequel on apprend. Et donc là, les deux, c'était un sur les interfaces et l'autre sur l'art de copier. Donc c'est la licence Art Libre, qui est une licence en common share pour les œuvres d'art. Voilà, je passe un petit peu vite, mais on pourra en reparler avec plaisir. Et puis, la dernière chose, juste pour vous tenir au courant, je viens de faire ça, c'était tout récent, c'est d'explorer les liens entre architecture et écologie, donc notamment architecture et agriculture et des questions biorégionales. Le festival Chantier commun, c'est le festival de Territoire Pionnier, qui est la maison de l'architecture de Normandie, qui là, pendant tout le mois de mars, fait un festival sur tout le territoire normand. Alors, il y a beaucoup de trucs en visio parce que c'est le Covid, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, notamment dans la première conférence, était présent Sébastien Marot, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'agritecture, donc les liens entre agriculture et architecture, où lui dit c'est quelque chose qui remonte à la révolution néolithique, le moment où on a commencé à se sédentariser, et on a commencé à construire des maisons qui étaient des maisons un peu pérennes, en même temps qu'on commençait à domestiquer les plantes et les animaux, en sachant que on domestique les plantes et les animaux de façon différente selon les endroits de la planète. Il y a des moments où c'est de la semi-domestication, c'est aussi de la semi-sédentarisation, ça pose des vraies questions à l'architecture.
En tout cas, voilà, tout ça pour vous tenir un peu au courant, de me présenter un peu en détail et vous donner aussi un peu des pistes de réflexion à travers ce que je fais moi. Voilà, on en arrive maintenant dans le vif du sujet. Alors, je vous avais transmis un texte de Claude Lévi-Strauss. En fait, c'est de l'anthropologie, donc c'est une manière de raconter le réel qui est assez particulière. Donc, Claude Lévi-Strauss, il a vécu pendant plusieurs années avec des Indiens au fond de la forêt amazonienne. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là par rapport à d'autres livres, parce qu'il a notamment écrit Triste Tropique, qui est un livre qui est tout à fait accessible, qui est très facile à lire, qui est vraiment comme un roman. Mais ce livre-là s'appelle La pensée sauvage. Et la pensée sauvage, lui, ce qu'il dit, et c'est ça dont on va essayer de parler, c'est qu'en fait, la façon rationnelle qu'on a d'expliquer les problématiques du monde, elle a ses limites. C'est pas la seule forme de connaissance qu'on a. Et vous voyez, notamment, il parle du bricolage. Ça, on va en reparler ensemble. Mais ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que c'est un texte, par ailleurs, auquel on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ce mode de discussion-là, parce que Claude Lévi-Strauss, anthropologue français, totalement rationaliste, du coup, ici, il essaye de pas être rationnel. Il essaye de faire la place à la pensée sauvage. Il dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être que de faire la place à cette pensée sauvage, à cette pensée magique, à cette pensée du bricolage, à l'intérieur de l'anthropologie? Sachant que Lévi-Strauss, il était structuraliste, donc lui, en fait, il faisait des systèmes de parenté, des schémas dans lesquels tout rentrait bien, ça fonctionnait, rien ne dépassait, quoi. Et à un moment, il se dit, oui, mais quand même, il n'empêche que le mode d'accès au savoir des peuples que moi je fréquente, il est autre que celui auquel moi j'ai été habitué, celui dans lequel j'ai été formé. Et donc, il essaye avec ce livre de laisser la place à du sauvage à l'intérieur de sa manière très structuraliste à lui de dire le monde. Donc, en fait, ta remarque est tout à fait justifiée et merci beaucoup d'avoir fait ça, c'est très bien. Ça permet en plus de faire la transition de façon magnifique. Introduction sur les savoirs écologiques autochtones, ce que j'ai appelé l'art de faire avec. Alors, premièrement, peut-être que ce qui est important, ce que j'ai appelé prendre la mesure de l'époque, je pense que vous l'avez déjà un petit peu senti, évoqué, discuté dans le cadre de ce cours. Avant de parler de savoir écologique autochtone, je pense que c'est quand même intéressant d'essayer de se dire ensemble où est-ce qu'on est. Et pour le coup, j'ai noté résister au désastre, bouleversement climatique et société post-extractiviste, c'est tout un programme. On est actuellement pris à l'intérieur de phénomènes au niveau mondial qui sont des phénomènes qui sont quand même très interpellants, notamment la 6e extinction de masse des espèces. Ça veut dire que quand même, on estime que 60% des espèces sur Terre vont disparaître dans les 100 à 150 ans à venir si on ne change pas nos modes de vie. Et que cette 6e extinction des espèces, elle est directement corollaire d'une perte de diversité culturelle impressionnante. Il y a 3 langues qui disparaissent tous les jours dans le monde. Il y avait des dizaines de milliers de langues il y a encore 100 ans et il n'y en a plus que 3000 aujourd'hui. Donc, ce que vous voulez, c'est que la perte de diversité des espèces, la perte de diversité biologique, elle est directement corollaire d'une perte de diversité culturelle. Donc, les bouleversements climatiques, qui plus est, on le sait bien, vont toucher en priorité, non pas l'Occident, mais les pays des Suds, les pays des autres continents. Donc, c'est les pays qui sont déjà les plus pauvres et les pays qui abritent cette grande diversité culturelle et aussi une bonne partie de cette grande diversité biologique, écologique, qui vont être les premiers impactés par les bouleversements climatiques. Donc c'est du réchauffement, mais c'est aussi de la montée des eaux, des typhons, des méga-feux. Quand vous avez vu les méga-feux dans la forêt amazonienne et l'Australie, on les a pas chez nous, mais heureusement, on ne devrait pas les avoir. Et puis j'ai parlé de société post-extractiviste parce que on a quand même l'impression que le fuel, l'essence de tout ça, c'est quand même les matières fossiles, quoi. On est quand même sérieusement drogué au pétrole, au gaz, à l'uranium, ce qui, pour les peuples autochtones et indigènes de partout sur la planète, est une aberration. Genre, ils comprennent pas comment est-ce qu'on peut venir enlever des matières du corps de la terre-mère. Jamais ils ont fait ça de leur existence millénaire. Ils sont présents sur Terre depuis des millénaires. Ils n'ont jamais eu l'idée d'aller creuser à 500 mètres sous terre pour extraire du pétrole. Enfin, pour eux, c'est un crime. C'est presque un viol, quoi. On ne peut pas faire ça. Et il n'empêche qu'ils ont eu des formes aussi de carrières, de minerais, mais qui étaient des minerais plus de surface. C'est différent, en fait. La Terre, elle offre déjà des tas de choses à la surface. Mais du coup, cette société industrielle extractiviste, elle est une des causes profondes du problème. Et donc, il y a beaucoup de peuples autochtones et indigènes qui s'opposent fermement à la société occidentale industrielle. Et on peut envisager, pour nos questions d'aujourd'hui et pour cette idée de décoloniser nos vies et nos imaginaires, que
Ce serait l'idée d'une société post-extractiviste qui serait la plus intéressante, quand bien même, si on essaye de penser une société dans laquelle on ne fait plus d'extractivisme, les problèmes sont nombreux, quoi. Et notamment pour vous, comment on fait de l'architecture sans extractivisme? Franchement, vous avez encore moins la réponse que moi, et moi, j'ai pas de réponse. Ensuite, donc cet immémorial sagesse humaine, comme je l'ai appelé, on lui a donné divers noms, savoir populaire, savoir vernaculaire, locaux, indigènes, autochtones. Je peux revenir un petit peu sur les termes. Le savoir populaire, ça s'applique un peu un peu partout, pardon. Mais on entend par savoir populaire des savoirs qui sont des savoirs de terrain, qui sont des savoirs majoritaires, qui sont pas forcément des savoirs ancrés, réifiés, dont on fait des objets. Vernaculaire, c'est un terme que vous connaissez bien avec l'architecture. Locaux, c'est assez évident. Et puis, il y a cette distinction entre indigène et autochtone. Alors, les anglophones disent indigenous, ils emploient le terme indigène. Indigène qui renvoie vraiment à la question indienne, hein, c'est les indigènes, c'est les Indiens. Et en français, indigène, c'est un terme qui est un peu chargé d'autre chose, parce que aussi dans notre histoire coloniale, on a parlé à certains moments d'indigénat. Il y a les indigènes de la République, d'ailleurs, qui sont un parti politique qui promeut cette indigénité, c'est-à-dire qui renverse le stigmate. Mais le terme indigène en France, il est un peu chargé, et puis nous, ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus d'Indiens par chez nous, malheureusement. Et donc, du coup, peut-être que le terme qui est le plus approprié pour bien en parler ici, c'est quand même le terme autochtone. Donc, autochtone, étymologiquement, c'est autochtonos. Chtonos, c'est la terre. Donc, c'est celui qui est sur sa terre, sur la terre sur laquelle il est né, il ou elle. Et donc, autochtone, nous, ça nous pose des bonnes questions parce qu'on vit généralement sur la terre sur laquelle on est né. On en vit à quelques centaines de kilomètres peut-être, mais pas trop loin. Et pourtant, on n'a strictement rien d'autochtone, bien qu'on soit né là. Dans quelle mesure est-ce qu'on est des autochtones? Et qu'est-ce que ça voudrait dire que d'être autochtone, nous, ici et maintenant? Ce sera la troisième partie, je ne m'enfonce pas trop dans le sujet. Les savoirs autochtones, en tout cas, vous le voyez sur la slide, ils ont été reconnus au niveau international depuis les années 90. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est formulé, qui a été aussi repris par d'autres, c'est assez commun dans les définitions, c'est qu'on dit que ce sont des connaissances, des savoir-faire et des philosophies qui sont développées par des sociétés qui ont une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Donc les savoirs autochtones, c'est des savoirs qui sont profondément écologiques parce qu'ils sont ancrés dans des milieux de vie. Ils proviennent d'endroits précis. C'est la manière dont on vit dans un endroit depuis très longtemps qui crée un ensemble de savoirs, de connaissances, de philosophies, d'histoires qui sont le patrimoine local, mais qui permet de vivre dans ces endroits-là de façon harmonieuse. Donc, c'est des types d'intelligence qui sont vraiment engagés dans la pratique et dans les milieux de vie, comme je le dis. J'avance. Et donc, les savoirs écologiques autochtones, ils entraînent un ensemble de relations localisées avec toutes et tous les vivants, les humains, mais aussi les non-humains. Et de ce point de vue-là, quand on essaye d'envisager, alors c'est difficile pour nous, hein, là aussi, l'exercice d'essayer de penser ce que sont vraiment des savoirs écologiques autochtones, c'est un exercice de décolonisation de nos imaginaires. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se projeter dans des relations au monde où l'ensemble des êtres vivants, humains et non humains, pensent, sont pensants, sont des agents, sont actifs sur le monde. Les arbres pensent, les montagnes réagissent à nos actions. Et nos actions, si on veut les faire, il faut qu'on fasse attention à cette relation avec la forêt, avec la montagne, avec la rivière, avec tel animal, avec nos congénères aussi humains. C'est cet ensemble de réseaux de pensées, d'intelligence multiples, au-delà de l'humain, qui forment nos rapports, nos relations quotidiennes avec le monde. Et on voit que des fois, il y a des déséquilibres qui sont en cours, donc on peut faire des rituels, ou on peut changer nos pratiques, mais c'est toujours en réaction, on fait avec, on écoute, on fait avec l'existant, on écoute ce qui se passe, on est toujours en train de prendre la température d'un milieu de vie à l'intérieur duquel on se déploie pour jamais entraîner trop de déséquilibre. Donc vous voyez que c'est des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents des nôtres. Et c'est pour ça que Claude Lévi-Strauss il parle de pensée du bricolage. Parce qu'en fait, il le dit très bien à un moment dans le texte, mais c'est le bricolage, c'est on construit quelque chose avec ce qu'on a là, ce qui est là. On va pas chercher ailleurs, on n'a pas le temps. Alors du coup, il y a nos bricolages à nous, c'est qu'on va chez le roi Merlin pour pouvoir faire du bricolage. Mais c'est pas ça le bricolage. Le bricolage, c'est vraiment genre on a un ensemble, c'est réemploi, on a un ensemble de trucs à disposition, et à partir de ça, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui nous soit utile? Et vous voyez bien que nous, d'un point de vue intellectuel, on fait rarement ça. On a souvent tendance à aller chercher des savoirs, des idées, des choses ailleurs pour
pour nous nourrir, alors qu'en fait, avec tout ce qu'on a déjà là, on est quand même capable de produire pas mal d'intelligence. Et je dis ça d'expérience parce que ça recoupe les trucs que je disais tout à l'heure, que je fais avec des enfants de quatrième. Franchement, quand on fait de l'ethnologie avec des enfants de quatrième, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de lire des livres pour faire de l'ethnologie, quoi. Enfin, c'est pas, ensemble, on a déjà un amas de savoir et de savoir-faire qui est extraordinaire, qu'on sous-exploite de façon aussi extraordinaire. On utilise très peu tout ce qu'on sait faire ensemble. Et donc, cette manière de penser toujours l'art de faire avec, forcément, ça entraîne une conscience écologique. C'est-à-dire que forcément, on est hyper attentif à des milieux de vie, à des manières de ruser, à des formes d'intelligence toujours prises dans la pratique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors aujourd'hui, on estime qu'il y a encore à peu près 600 peuples autochtones sur la planète. Ils sont, c'est pas exactement, mais ils sont environ 10 millions. 10 millions, c'est pas beaucoup. Vous voyez, c'est un sixième de la France, quoi. Et ils étaient des centaines de millions, il y a encore, avant la colonisation espagnole et portugaise, un peu française, mais espagnole et portugaise, surtout de l'Amérique du Sud, il y a 4 siècles. Et ces communautés autochtones, aujourd'hui, elles sont en lutte pour préserver ça. Elles luttent partout sur la planète. Elles luttent aux endroits où elles sont parce qu'en fait, elles font face à la déforestation, elles font face à développer de grands barrages, elles font face à l'industrialisation, à l'arrivée de sites et d'usines. Enfin, voilà, l'extractivisme vient au plus près d'eux, vient détruire leur milieu de vie, qui sont des milieux de vie dont ils héritent et qui façonnent depuis des millénaires. Et voilà, donc c'est déjà pas mal, je pense, pour faire un petit point sur les savoirs écologiques autochtones. Si vous avez d'autres questions après, des précisions et tout, question rapide. Non, c'est peut-être une question bête, mais ça permettrait de clarifier. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie? Bien sûr. Alors, l'anthropologie, c'est une très bonne question, j'aurais dû le faire avant, je suis désolé. L'anthropologie, c'est de façon très générale et large l'étude des relations et des comportements collectifs des êtres humains. Mais du coup, à l'intérieur de l'anthropologie, on peut même mettre certains pans de l'archéologie. C'est-à-dire que, par exemple, si on étudie comment se comportaient les sociétés humaines au néolithique, c'est encore de l'anthropologie. Alors que l'ethnologie, elle est vraiment in situ, c'est de l'observation participante à l'intérieur de collectifs humains et qui cherche pas à faire de loi générale. L'anthropologie, elle a aussi ça. Le truc, c'est que l'anthropologie, sauf si elle se fait vraiment dans les livres, mais si elle se fait sur des terrains, elle doit toujours avoir une partie de l'ethnologie avec elle, c'est l'ethnographie. L'ethnographie, c'est l'écriture du terrain. L'écriture du terrain, et l'ethnologie, en fait, c'est juste, on écrit sur le terrain, des carnets de terrain en observation participante, et l'ethnologie, on raconte ce qui s'est passé sur le terrain. L'anthropologie, ensuite, donc l'ethnologie étant à l'intérieur de l'anthropologie ensuite, de façon plus large, elle peut aussi essayer de faire des lois un peu plus générales. De dire, mais dans l'ensemble de ces communautés de tout un continent, on voit que les relations de parenté, elles sont organisées soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Là, on fait de l'anthropologie, on fait plus de l'ethnologie. L'ethnologie, elle reste vraiment au contact du terrain, et donc elle décrit des manières de vivre. Et du coup, de l'ethnologie, on peut en faire là, faire de l'ethnologie de cette salle de classe, la manière dont vous vous êtes assis et dont vous vous êtes disposé, comment est-ce que moi je vous parle, les objets techniques qui sont autour de nous, pourquoi est-ce qu'on est relié à ces machines, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont à l'autre bout. Alors, vous voyez que si, imaginez qu'à ce moment-là, il y ait un autochtone qui vienne faire notre ethnologie à nous, il rigolerait bien, il dirait non, mais ils sont cinglés, ils sont là avec des masques dans une salle de classe reliée par un ordinateur avec des gens à un bout. Non, mais voilà, c'est toujours intéressant de renverser l'ethnologie. Tu voulais dire un truc? Je voulais dire 2 trucs. Ouais, je t'en prie. On a donc, je répète un peu ce que tu as dit pour être sûr de bien comprendre moi aussi, mais on a donc l'ethnologie qui organise des ethnographies et l'anthropologie qui organise des études ethnologiques. C'est comme 3 niveaux en chaque. Oui, en sachant que l'anthropologie, elle fait aussi bien d'autres choses que l'ethnologie, parce qu'elle peut aussi faire de la source croisée dans des livres, elle a des rapports avec l'archéologie. Philo aussi. Ouais, la philo, l'anthropologie est plus philosophique que l'ethnologie, quoi. Mais les liens sont poreux, et puis en fait, c'est vraiment une bonne question, parce que, par exemple, un Américain répondrait pas forcément ce que j'ai répondu moi. C'est un truc aussi, c'est que, après, les réceptions qu'on a de l'ethnologie ou de l'anthropologie sont un peu différentes, selon les différents pays du monde. Mais globalement, l'anthropologie, elle a tendance à faire des lois, alors que l'ethnologie, elle en fait quasiment jamais. Et le deuxième truc, c'est les bandes dessinées auxquelles je pense. Alessandro Pinocchi, ouais. Alessandro Pinocchi. Je sais pas si tu vas en parler ou pas, mais peut-être on montrera. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, on y reviendra, mais est-ce qu'il y a un auteur de BD français qui a fait ça?
il est allé chez des Indiens d'Amazonie. Et du coup, il en a fait une BD, et puis ensuite il est revenu, et du coup maintenant une partie de son travail, il a beaucoup été à la table de Notre-Dame-des-Landes et tout, mais ce qu'il fait, c'est qu'il met en scène des Indiens qui vont sur le marché dans la forêt de Fontainebleau et qui racontent oh là là, mais ils s'échangent des bouts de billets contre des légumes et tout, là, vraiment genre l'anti-ethnologie, quoi. C'est assez rigolo, mais on en reparlera tout à l'heure, avec plaisir. J'en viens au cœur de mon sujet. C'était important de faire une intro pour cadrer un peu le truc. Je voudrais aujourd'hui m'appuyer sur un livre que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Low Tech, Design by Radical Indigenism, qui est un livre qui a été réalisé par Julia Watson, qui est prof à Harvard, et c'est un livre qu'elle a mis plus de 20 ans à faire, et qui est un livre qui fait le tour de l'ensemble des savoirs écologiques autochtones pris dans le design. Comment est-ce qu'on design les mondes, comment est-ce qu'on architecture les mondes indigènes, enfin comment est-ce que les indigènes architecturent leur monde. Elle dit, donc vous connaissez le terme low-tech, L-O-W, donc ça veut dire les technologies basses. Elle dit low-tech avec tech qui est traditional ecological knowledge, les savoirs écologiques traditionnels, qui est une autre manière de dire savoir écologique autochtone, donc c'est un jeu de mots volontaire. Et elle dit, le low-tech, c'est un mouvement au sein du design qui cherche à renouer avec la compréhension des philosophies indigènes et des architectures vernaculaires, générant des infrastructures durables et climatiquement résilientes. Et elle, son propos, c'est de dire, à l'heure actuelle, étant donné les bouleversements climatiques, elle a fait le tour du monde de tous les savoirs écologiques autochtones de design et d'architecture. Elle dit, c'est vers ça qu'il faut qu'on se tourne. Eux, ça fait des millénaires qu'ils savent comment vivre au milieu de territoires précaires, de milieux bouleversés. Ils savent vraiment profondément comment vivre dans des temps bouleversés. Et nous, nos modes de fonctionnement sont tellement binaires que dès que ça va pas, vous voyez, c'est genre Fukushima, il y a eu l'accident nucléaire parce qu'il y a eu un tsunami et maintenant ils construisent des digues de 14 mètres de haut en béton. C'est ça notre réponse. Notre intelligence à nous, c'est celle-là. C'est dire, ah oui, on va construire des digues qui seront plus grandes que la prochaine vague. Ouais, mais si la prochaine vague, elle fait 16 mètres. C'est qu'en fait, juste, tu pourrais habiter autrement. La question, c'est vraiment celle-là, c'est d'habiter autrement. Comment est-ce qu'on fait avec plutôt que de faire contre ou malgré l'existant? Et du coup, en faisant ça, ce qui est assez intéressant, c'est que elle élargit le sens que nous, on a habituellement du mot technologie, en nous invitant à reconsidérer plutôt l'idée d'innovation technique. Et l'innovation technique, j'y reviendrai après, mais l'innovation, c'est vraiment une idée de créer du nouveau depuis l'intérieur. Une fois encore, l'innovation, c'est avec l'existant. L'invention, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. L'innovation, c'est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur. Avec tout ce qu'on a là, comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de nouveau qui répond à un problème? Donc, notamment, c'est la citation, je vous la lis quand même parce qu'elle est pas mal. Les technologies nécessaires à des infrastructures climatiques résilientes existent déjà. Elles proviennent de milliers d'années de cultures locales, vivant en harmonie avec la nature, et elles sont disponibles pour être appliquées à nouveau dès maintenant. Les savoirs écologiques traditionnels ne sont pas primitifs, ils sont incroyablement innovants. Ces technologies sont nées de relations symbiotiques avec notre environnement, les humains vivant en symbiose avec les systèmes naturels. C'est ce qui doit changer, à mon avis. Nous ne sommes pas supérieurs, nous ne travaillons pas contre la nature, ni ne sommes menacés par elle. Nous devons être en symbiose avec elle. Nous devons déplacer cette idée de supériorité vers une compréhension de la symbiose. C'est assez clair. Du coup, je vais vous donner 3 exemples très concrets, parce que je pense que c'est toujours ça qui est le plus agréable, des exemples concrets. Et le premier, ce sont les ponts racines vivants de l'état du Meghalaya en Inde. En Inde, depuis le 1er siècle, depuis un siècle, depuis 2000 ans, quoi, ils font des ponts racines vivants. Le Meghalaya, c'est un état du nord-est de l'Inde dans lequel il y a les moussons les plus importantes de tout son continent indien. C'est vraiment le moment où l'ensemble des eaux de l'Himalaya descendent sur l'Inde. Et donc, c'est des torrents extraordinaires, énormes. Et eux, ils ont réussi, enfin, ils ont eu cette idée de tisser des branches d'arbres entre elles. Donc, c'est les racines aériennes d'une espèce de figuier qui est là-bas. C'est des racines souples, en fait, et du coup, ils les tissent les unes aux autres par-dessus la rivière. Et ils y rajoutent au fur et à mesure des pierres, d'autres branches. Enfin, voilà, ils créent vraiment un pont vivant en reliant 2 arbres, l'un au-dessus l'un à l'autre, l'un et l'autre au-dessus de la rivière. Et ces ponts-là, alors, ne sont pas des ponts juste pour faire joli, hein, c'est les ponts qui permettent de relier les villages entre eux en période de mousson, et des villages qui sont des villages avec lesquels ils sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'échanger des matières premières,
notamment alimentaire et d'énergie, mais surtout alimentaire. Et bon, vous voyez, les petits écoliers qui passent sur le pont, l'école est de l'autre côté du pont vivant. Et ce qui est profondément intéressant avec cet exemple-là, c'est que les ingénieurs indiens formés à l'occidental ont essayé à maintes reprises dans l'état du Meghalaya de construire des ponts en béton. Sauf qu'en fait, à chaque mousson, ils se cassent la tronche, quoi. Ça tient pas. Et les seuls ponts qui tiennent, c'est ces ponts-là. Et donc, eux, ils gardent leurs ponts comme ça, et puis ils n'ont pas besoin de ponts en béton, puis de toute façon, ils n'ont pas de voiture, donc ils n'ont pas besoin qu'on y fasse passer des voitures. Enfin, ils se débrouillent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec ces ponts, alors c'est une autre temporalité que la nôtre, bien entendu, il faut à peu près 30 ans pour que ce pont soit fait. Au bout de 15 ans, on peut commencer à l'utiliser à pied, et puis au bout de 30 ans, on peut y faire passer 50 personnes. Donc on peut quasiment y faire passer une voiture sur ce pont, c'est hyper solide. Mais c'est un pont vivant, c'est un pont qui continue à pousser en permanence, qui était lesté par des pierres. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce pont Racine. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Alors vous savez, moi je suis pas architecte, je suis pas designer, mais ce genre de manière de construire me fascine, quoi, me semble extraordinaire. À la fois dans le temps que ça implique, dans l'intelligence que ça demande, et puis dans l'usage, quoi. Ça répond à un usage extrêmement précis. Enfin, c'est une nécessité, quoi. Donc voilà, ce pont est vraiment magnifique. C'était le premier exemple que je voulais vous donner, construire. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était jardiner. Parce que les savoirs écologiques autochtones, ça permet quand même vraiment bien de jardiner aussi. Ce sont les villages forestiers des Kayapo au Brésil. Le peuple Kayapo vit dans l'état brésilien de Pará, où ils sont de moins en moins nombreux, mais il y en a encore un petit peu. Et ce qui est assez extraordinaire dans leur manière de vivre, c'est que eux, ils sont semi-sédentaires. Ils créent des villages au cœur de la jungle dans lesquels ils habitent pendant 10 à 15 ans. Et la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils commencent par faire un brûlis circulaire au cœur de la jungle, sur lequel ensuite ils viennent poser leur village et faire pousser des plantes. Alors la culture sur brûlis, elle existe encore beaucoup dans des tas de continents. Ça fonctionne extrêmement bien parce qu'en fait, le brûlis, si le feu il est bien maîtrisé, il permet de régénérer la terre. Il permet de l'aérer, il permet de recréer tout un nouveau microbiote, donc en fait de redensifier la vie d'un sol. Et du coup, ces villages-là qu'on appelle les APT, ces villages des Kayapo, ils sont assez extraordinaires parce que c'est des villages circulaires. Donc, vous voyez, là, c'est l'image d'en bas à droite, mais on a une maison. Et autour de cette maison, on a un premier cercle de jardin qui sont les plantes alimentaires, un deuxième cercle de jardin qui sont les plantes médicinales, un troisième cercle en agroforesterie, et après, il y a l'ensemble des plantes qu'ils connaissent dans la jungle et qui peuvent aller cueillir comme ça, selon leur semble et selon les récoltes. Alors pour le dire quand même, parce que là on parle vraiment aussi une fois encore d'intelligence située, d'intelligence autochtone, ils cultivent 200 espèces de fruits et légumes différentes et plus de 600 espèces de plantes médicinales depuis des millénaires. Et c'est des choses intéressantes à savoir aussi, mais l'ensemble de l'industrie pharmaceutique occidentale au cours du dernier siècle, la principale chose qu'elle ait faite, c'est d'aller chercher les savoirs écologiques autochtones sur les plantes médicinales et de les transformer en médicaments chimiques. Alors, vraiment, on n'a pas fait grand-chose de plus que ça, quoi. À part la chimiothérapie et des trucs comme ça, qui sont des avancées techniques, mais technologiques, quoi. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et ce qui est assez extraordinaire avec les Kayapo, c'est que, alors bon, ils ont des trucs fascinants, mais notamment, ils ont des relations d'interdépendance extraordinaires avec les abeilles, avec certains types d'oiseaux, qui transportent les graines. Ils sont vraiment en harmonie avec les abeilles, genre, ils sont pas du tout protégés, ils plongent les mains dans les ruches, elles leur donnent le miel, enfin, des espèces de trucs, on sait pas comment ils font, mais c'est magnifique. Et surtout, en fait, au bout de 10-15 ans, il y a un moment où ils se rendent compte qu'ils ont commencé à épuiser l'endroit, et donc ils décident de déménager. Et au moment où ils déménagent, en fait, la jungle, elle est plus biodiverse que quand ils sont arrivés. Donc c'est vraiment des jardiniers de la jungle, quoi. C'est des permaculteurs de la jungle. C'est-à-dire qu'ils se posent à des endroits, ils font un brûlis, ils y développent un jardin extraordinaire. Au bout de 10-15 ans, ils voient que le sol commence un peu à se fatiguer et tout, ils vont ailleurs. Mais la jungle, là où elle reste, elle est plus biodiverse que quand ils sont arrivés. Et l'ensemble des espèces initiales, ils sont toujours, mais ils y ont rajouté de la diversité, quoi. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des endroits sur plus de 1000 km² de forêt amazonienne, que c'est un grand jardin, en fait. Mais c'est un mode de jardin qui est différent du nôtre. Nous, le jardin, c'est le jardin à la française, qui est bien bordé, etc. Non, eux, en fait, c'est un jardin nourricier, quoi. C'est un jardin forêt. Ils ont eu une relation d'interdépendance avec la forêt amazonienne pendant des siècles et des siècles, qui fait que ils peuvent vivre avec la forêt et se nourrir de la forêt. La forêt, en même temps, d'ailleurs, se nourrissant de leur présence puisqu'ils l'enrichissent en y vivant.
il faut pas non plus idéaliser ces questions-là, hein. Il y a eu des grandes civilisations dans la forêt amazonienne, les Incas, les Mayas, etc., qui ont un peu tout cassé, hein, mais il y a eu des tas de sociétés indigènes qui ont fonctionné comme ça. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'était celui de réparer, donc construire, jardiner, réparer. Ça, ce sont les berries. Alors les berries, c'est extrêmement intéressant. C'est un système de traitement des eaux usées qui existe dans la ville de Calcutta, qui existe d'ailleurs depuis pas si longtemps que ça, depuis 1920, un truc comme ça. Et alors, je vous explique parce que ça, c'est quand même assez fascinant. C'est là où on se dit, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on traite nos eaux usées comme ça, nous? La ville de Calcutta, c'est 12 millions d'habitants. La moitié des eaux de la ville est traitée à l'occidental, donc avec des grosses cuves en béton et des machines qui fonctionnent à l'électricité en métal et qui tournent et qui traitent les eaux usées, comme nos stations d'épuration à nous. Et ça coûte 20 millions de dollars par an à la ville de Calcutta. Et l'autre moitié des eaux de la ville, donc l'autre moitié pour 6 millions d'habitants, je regarde ma feuille parce que les chiffres, c'est 680 millions de litres d'eau usée par jour. Tenez-vous bien. Sont faits par 300 fermes sur lesquelles il y a 30 000 personnes qui vivent, 30 000 agriculteurs, agricultrices, aquaculteurs, aquacultrices, qui font des bassins de décantation et qui rejettent ces eaux dans le Gange, qui sont tout aussi propres que les eaux traitées de façon technologique par la ville de Calcutta. Et donc, c'est des bassins de décantation avec des épurations phytosanitaires dans un premier temps, et puis ensuite des poissons. Et les poissons mangent la majorité de la saleté qu'il y a dans les eaux. Et tout autour de ces bassins, on fait pousser du riz et on fait pousser des légumes. Et ces 30 000 fermiers et fermières, ils approvisionnent la ville de Calcutta avec 16% du poisson de la ville de Calcutta, 10% du riz de la ville de Calcutta, et 5 à 6% des légumes de la ville sont faits en même temps qu'ils traitent les eaux usées. Et donc du coup, pareil, hein, c'est des chiffres assez ahurissants, mais c'est 13 000 tonnes de poissons par an, 16 000 tonnes de riz et 150 tonnes de légumes par jour. Et eux, ils s'appuient vraiment sur des symbioses entre les plantes, les poissons, et puis les phénomènes naturels de sédimentation, quoi, de la saleté des sols, du coup. Et ils fonctionnent, alors c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que voilà, ils sont malins, mais ils fonctionnent en coopérative. Donc il y a un pot commun, et par ailleurs, ils vivent bien, quoi. Enfin, ils vivent bien mieux que des tas d'ouvriers qui bossent dans les usines, dans les villes aux alentours de la ville de Calcutta. Mais tout ça pour dire que quand on parle de traitement phytosanitaire de nos eaux usées, bah, nous, franchement, pas vraiment, quoi. Genre, eux, ils se mettent à 30 000 et ils le font pour 6 millions de personnes. Donc c'est quand même extraordinaire, tout en créant de la bouffe. On mange sur nos eaux usées, quoi. C'est-à-dire qu'en termes, pareil, d'intelligence, de réemploi, de circularité, c'est vraiment exemplaire. Du coup, vous voyez le modèle, c'est qu'en fait, il y a des bassins qu'ils ont renforcés avec des pierres, et donc le riz est un peu surélevé, le riz a vraiment beaucoup besoin d'eau. Et puis, bah, bien entendu, en plus, ça favorise vraiment la biodiversité, parce qu'il y a des tas d'oiseaux, des tas d'insectes qui viennent, ça crée vraiment un espèce de poumon vert à l'est de la ville, par ailleurs. C'est un des endroits de la ville où l'air est le moins pollué. Donc voilà, enfin, tous les avantages extraordinaires que ça peut amener quand on est intelligent. Voilà, c'était les 3 exemples à partir desquels je voulais partir. Ma deuxième partie, je l'ai intitulée Décoloniser nos savoirs, parce que j'avais l'impression que maintenant qu'on a dit tout ça, ce à quoi il faut réfléchir, c'est à comment est-ce que nous on pense, quoi. C'est quoi nos savoirs et nos savoir-faire, et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc la première chose, c'était de revenir sur la pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Alors sauvage, il faut qu'on se mette d'accord sur l'idée de sauvage. L'idée de sauvage, c'est pas, et là encore, c'est comme tout à l'heure, l'enjeu c'est pas d'idéaliser la chose, c'est juste que le sauvage, c'est quelque chose qu'on n'essaye pas de domestiquer. Ça veut pas dire que c'est quelque chose dont il faut absolument se tenir loin, ou que c'est quelque chose qui nous excède. Le sauvage est en nous, en fait. Il y a des parts de nous-mêmes à l'intérieur de nous qui sont des parts sauvages. Les enfants, les imaginaires des enfants sont des imaginaires sauvages, pris dans ce sens-là, et tant mieux, en fait. Ils sont pas encore domestiqués. Et du coup, c'était aussi je voulais revenir sur ça en préambule, c'est important, c'est pour ne pas rejouer la binarité, c'est-à-dire que quand je dis sauvage, quand Lévi-Strauss dit sauvage, n'entendez pas le terme sauvage tel qu'on l'entend habituellement, mais entendez plutôt une remise en question du dualisme nature-culture. Et ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on appelle, de ce que beaucoup de penseuses et de penseurs appellent les prétentions autoritaires de la science moderne. C'est que la science moderne, en fait, une des choses qu'elle a fait quand même principalement, c'est de considérer que la nature était quelque chose de mécanique et qui était à distance. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la nature, on est de la culture, et la culture, de toute façon, ça fonctionne de façon mécanique, donc on va bien trouver la formule, on sait comment ça marche.
Sauf qu'en fait, bah, vous voyez bien, enfin, vous le savez déjà, mais quand on se confronte à des modes d'intelligence comme ceux qu'on vient de voir là, on se rend bien compte qu'en fait, la nature, elle est ni mécanique et puis qu'on n'en est pas à l'extérieur, quoi. En fait, le problème est probablement mal posé, ce qui aussi est une des sources des désastres à l'intérieur desquels on est aujourd'hui. Et donc, le travail de Lévi-Strauss avec la pensée sauvage, avec cette pensée du bricolage, c'était vraiment aussi de questionner ce qui est indomestiqué et surtout ce qui est indomesticable. Parce que parmi les choses qui sont indomesticables, l'Occident moderne, pour le dire vite, il a eu deux réponses, soit ne pas s'y intéresser, soit le détruire. Et principalement, il l'a détruit, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'arrivait pas à domestiquer, tous les Indiens d'Amérique du Nord, tous les Indiens d'Amérique du Sud, les aborigènes en Australie, mais c'est le cas en Europe aussi, hein. C'est le travail notamment d'une historienne italienne qui s'appelle Silvia Federici, qui a beaucoup travaillé sur ça, qui montre comment est-ce que le moment où on a tué l'ensemble des sorcières en Europe était un moment qui était corollaire de l'invention de la propriété privée. C'était les enclosures. Le moment où on a exproprié les paysans de leurs terres en commun, c'est le moment aussi où on a tué les sorcières. Alors les sorcières qui n'étaient pas que des femmes, d'ailleurs, qui étaient des sorcières et des sorciers. Il y avait aussi des druides, enfin voilà, plein de manières différentes d'être sorcière ou sorcier. Mais les sorcières, c'était pas l'image qu'on en a habituellement non plus de Jeanne d'Arc sur un bûcher. Non, les sorcières, en fait, surtout ce qu'elles avaient, c'est que c'était elles qui étaient détentrices des savoirs de soins à l'intérieur des communautés. C'était les médecins, quoi. Et elles avaient, mais c'était les plantes médicinales, c'était tout un héritage multiséculaire de manières de faire accoucher, de manières de soigner des maladies, du coup qui était encore lié à des pratiques magiques aussi, bien sûr, hein, de magnétisation, de rituels, de tout ça, mais il n'empêche, elles soignaient les gens. Et du coup, un autre petit extrait de Claude Lévi-Strauss qui peut-être est un peu plus limpide. Il n'y a pas de civilisation primitive ni de civilisation évoluée. Il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. Non seulement les sauvages pensent, mais la pensée sauvage n'est pas inférieure à la nôtre. Et elle est fort complexe. Simplement, elle ne fonctionne pas comme la nôtre. La pensée occidentale est déterminée par l'intelligible. Nous évacuons nos sensations pour manipuler des concepts. À l'inverse, la pensée sauvage calcule non pas avec des données abstraites, mais avec l'enseignement de l'expérience sensible, des odeurs, des textures, des couleurs. Dans les deux cas, l'être humain s'emploie à déchiffrer l'univers et la pensée sauvage, à sa manière, y parvient aussi bien que la pensée moderne. Et donc, c'était ce que disait Lévi-Strauss aussi dans le texte que je vous avais transmis, cette idée que la science et le bricolage, ou la science et la pensée sauvage, c'est pas deux phases ou deux stades de l'évolution des savoirs. Il n'y en a pas une qui est primitive et l'autre qui est évoluée. Elles sont toutes les deux valides, c'est juste qu'elles impliquent deux types différents de relations au monde. C'est juste deux manières de se relier avec le monde. Et c'est exactement comme quand on fait de l'architecture avec du projet, ou quand on fait du bricolage depuis chez soi, quoi. C'est vraiment ces deux manières, et elles sont pas forcément exclusives. D'ailleurs, un des enjeux de ce qu'on discute, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à les relier. C'est ça la décolonisation de la science moderne. C'est qu'il faut pas tout abandonner non plus. L'enjeu, c'est pas de retourner vivre dans la jungle avec des étus péniens volontairement pour faire un cliché. C'est pas du tout ça dont on parle. C'est comment est-ce que nous, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait depuis des millénaires et de ce qui se faisait chez nous avant l'industrialisation pour agir autrement, pour garder ce qu'il y a à garder de ce qu'on a à garder, mais quand même arrêter le désastre, parce que par ailleurs, tout ce qu'on est en train de faire est profondément destructeur. Ça nous amène à la question de la technique. Alors j'ai remis la petite citation de Wikipédia qui est toute simple, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'innovation. L'innovation est la recherche d'amélioration de l'existant, par contraste avec l'invention qui vise à créer du nouveau. Elle est la capacité qui permet de trouver des solutions à des problèmes complexes qui, par leur complexité, ne peuvent s'obtenir simplement en appliquant des formules préétablies. Innovation. Et donc, de ce point de vue-là, il faut essayer de lutter contre une définition monoculturelle, quoi, uniquement capitaliste du terme innovation. L'innovation, c'est pas la startup nation, non, pas du tout. L'innovation, c'est la capacité d'inventer quelque chose depuis un état des lieux donné, où que ce soit. Et donc, il faut pas réduire l'idée d'innovation, ni l'enfermer dans des cadres qui l'enserrent, qui la réduisent. Ça nous invite, bien entendu, parce que si on se met à questionner l'innovation, on est obligé de questionner l'idée de progrès et l'idée de transition. Ça nous invite aussi à réfléchir à tout le climat ambiant, de tout ce qu'on nous dit sur l'écologie, vous en tant que futurs architectes, sur les bâtiments biosourcés, sur la haute qualité environnementale, tout ce que vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est juste, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? D'où est-ce qu'on fait partir cette intelligence?
Et notamment, ce qui est vraiment intéressant avec la définition que Wikipédia donne, c'est qu'on parle de trouver des solutions à des problèmes complexes. Or, nous, on vit vraiment dans une période où il y a des problèmes complexes. Les bouleversements climatiques et sociaux qui sont en cours, on ne peut pas s'y attaquer avec ce que dit Wikipédia, des formules préétablies. Genre, typiquement, le Covid, vous voyez bien, genre cette pandémie, les formules préétablies, ça fonctionne absolument pas. Le seul truc qu'on arrive à faire, c'est à mettre des masques et à se tenir à 2 mètres les uns des autres, quoi. En termes d'intelligence et de formules préétablies, si vous voulez, on reste quand même vraiment au niveau basique, quoi. Et je dis pas que j'ai des réponses par rapport au Covid, hein, je dis juste que ça me questionne la manière qu'on a systématique de fonctionner avec des formules préétablies, alors qu'en fait, on pourrait se dire problème nouveau, réponse nouvelle, et essayer d'innover, essayer de trouver des réponses depuis l'existant. Et j'ai mis cette petite citation de Pierre Clastre qui est un ethnologue, élève de Lévi-Strauss que j'aime profondément, qui avait écrit en 1974 un livre qui s'appelle La société contre l'État, où il a vécu dans une ethnie, les Indiens Guayakis, dans la forêt amazonienne, qui n'avait pas de chef, qui vivait dans des villages de 400 habitants sans chef. Alors sans chef, c'est un peu rapide, mais c'est pour le dire vite, mais c'est qu'en fait, très exactement, il n'y avait personne dans ces villages-là qui n'avait de pouvoir coercitif individuel. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais une personne qui pouvait dire à une ou d'autres personnes quoi faire. Il y avait des gens qui avaient des responsabilités, hein. Il y avait un chaman, il y avait quand même un chef de village, mais le chef de village, c'était pas un chef en fait. Nous, on aurait tendance à dire chef, c'est comme ça qu'on l'a appelé traditionnellement dans l'ethnologie, dans la littérature ethnologique. Mais en fait, c'était pas un chef, c'était une charge. Être chef, personne voulait l'être. Et au dernier ressort, on finissait bien par faire en sorte que quelqu'un le soit, mais c'était super fatigant. C'est-à-dire qu'il fallait en permanence être la voix de l'ensemble de la communauté. Et dès qu'on n'était pas la voix de l'ensemble de la communauté, hop, on pouvait se faire jarter directement. C'était un poste hyper instable, hyper délicat, pas très agréable. En même temps, il fallait bien à certains moments qu'il y ait quelqu'un qui synthétise un peu la chose, mais qui n'avait pas de pouvoir coercitif. Il était juste un peu comme un espèce d'orateur, d'intercesseur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il disait, oui, mais attendez, avec tout ce que vous me racontez, moi, j'ai quand même l'impression que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est plutôt ça. Et il disait, ah oui, en fait, t'as raison, ouais, c'est plutôt ça. C'est un bon orateur, quoi. Il disait, ok, d'accord, c'est ça qu'on va faire. Mais c'est pas lui qui avait décidé. Et si jamais il lui avait dit, ah, moi, je pense que vous devriez faire ça, il disait, hé, mon gars, non, attends, tu nous laisses discuter et après, tu vas nous dire ce que nous, on est en train de dire. C'était vraiment un rapport au pouvoir qui était complètement différent. Et Pierre Clastre, du coup, depuis cette société-là, a dit des choses qui étaient assez complémentaires de Lévi-Strauss, mais il dit notamment que ce qui vous intéresse, vous, qui quand même êtes dans des métiers qui sont profondément techniques, vous orientez vers des métiers techniques. Si on entend par technique l'ensemble des procédés dont se dotent les êtres humains, non point pour s'assurer la maîtrise absolue de la nature, ceci ne vaut que pour notre monde et son dément projet cartésien dont on commence à peine à mesurer les conséquences écologiques, mais pour s'assurer une maîtrise du milieu naturel adapté et relative à leurs besoins, alors on ne peut plus du tout parler d'infériorité technique des sociétés primitives. Elles démontrent une capacité de satisfaire leurs besoins au moins égale à celle dont s'enorgueillit la société industrielle et technicienne. Et les exemples qu'il prend à ce moment-là, il dit, mais juste regardez par exemple, comment est-ce que les Inuits, ils taillent leurs harpons? Les harpons des Inuits, on les met dans des musées. Ils sont taillés en ivoire, c'est des œuvres d'art en fait. Il dit, mais et du coup, vous voulez nous faire croire que des gens qui sont capables de vivre en chassant du poisson et qu'en même temps leurs harpons soient des œuvres d'art que vous, occidentaux, vous mettez dans des musées, que ces gens-là, ils soient inférieurs techniquement à nous? Et non, en fait, pas du tout. Ils ont juste un rapport à la technique complètement différent, qui est pris dans des manières de penser la technique autre, mais jusqu'à preuve du contraire, ils arrivent très bien à survivre. Ils vivent très bien là où ils sont depuis toujours. Donc en fait, leur technique, elle est adaptée à là où ils vivent. Et du coup, il dit, il faut arrêter de parler de progrès technique, il faut parler d'adéquation technique. Comment est-ce que la technique, elle est adéquate par rapport à l'endroit où on vit? L'exemple de l'arc et du fusil chez Clastre est assez marquant aussi. Ouais. Il dit bien que l'arc, en fait, dans son paradigme, c'est la chose la plus intelligente qu'on peut inventer, et que les gens qui utilisent l'arc ne feraient rien d'un fusil. Bien sûr. Non seulement ils sauraient pas, ils en auraient pas l'usage, ils n'auraient pas l'intérêt, et ils n'auraient pas la capacité de perpétuer ce. Si vous arrivez à en lire moi je trouve les derniers chapitres sont les plus marquants. Si ça vous intéresse, n'hésitez. Effectivement, c'est un bouquin qui est assez marquant. Excuse-moi pour la parenthèse. Vous voulez juste redire, c'était la société contre l'État. Ouais, la société contre l'État. La grande phrase de Clastre, qui est assez intéressante, hein, il dit « Si l'histoire des sociétés à État, c'est la lutte des classes, l'histoire des sociétés sans État, c'est l'histoire de leur lutte contre l'État. »
lui dit les sociétés qui n'ont pas d'État, elles luttent depuis des siècles et des siècles pour pas que l'État advienne. Parce que l'État, c'est la facilité, en fait. C'est un moment où on dit, ouais, bah tiens, tu vas décider pour nous. Et le fait de dire jamais personne ne décidera pour nous, ça, c'est une lutte, surtout dans un monde où il y a des États partout autour, quoi. Ça, c'est pour ça, c'est un livre très, très inspirant. Je voulais quand même parler un peu d'architecture, même si j'en suis absolument pas spécialiste. Vous dire plusieurs choses. Avec tout ce qu'on s'est dit, finalement, voilà, à mon avis, ça pose quand même plein de pistes et c'est à vous de vous les réapproprier pour essayer de penser ce que pourrait être une écologie décoloniale de l'architecture. Ça veut dire une architecture qui soit écologique, mais qui en même temps rejoue pas les dominations systémiques dont on parlait. C'est-à-dire qu'en fait, faire un bâtiment HPE, est-ce que vraiment c'est de l'écologie ou pas? Comment est-ce qu'on déconstruit cette idée-là pour essayer de repenser des bâtiments qui soient adéquats techniquement, comme on vient de le dire avec classe, qui soient adéquats techniquement aux enjeux qui sont les nôtres et aux manières dont on aurait envie d'habiter et dont les gens ont envie d'habiter, hein. C'est pas dont les architectes ont envie que les gens habitent. Une des choses qui est vraiment intéressante sur ces sujets-là, c'est le travail d'Arturo Escobar. Arturo Escobar, qui est un anthropologue colombien qui vit aux États-Unis et qui lui s'est beaucoup intéressé à toutes les communautés afro-descendantes colombiennes. Donc en Colombie, il y a quand même 15 à 20% des personnes qui sont des descendants d'esclaves, qui sont noirs, qu'on appelle afro-descendants, et à la manière dont ils s'étaient organisés sur le territoire colombien. Parce que du coup, en fait, suite à la fin de l'esclavage, il y a eu beaucoup de communautés marronnes, et du coup, les afro-descendants sont devenus des autochtones de Colombie. Mais ne sont pas les Indiens indigènes originaires de Colombie, mais sont quand même des indigènes de Colombie. Donc en fait, ils se sont réautochtonisés depuis une Afrique où ils étaient autochtones, en passant par l'esclavage, quand même pas mal de générations, donc ils se sont quand même bien fait défoncer, et ensuite en se réautochtonisant, en quittant l'esclavagisme, en revivant de façon autochtone et indigène en Colombie. Et donc il a beaucoup travaillé avec eux, et notamment une des choses sur lesquelles une des choses à laquelle il s'est vraiment intéressé, c'est la question du design autonome. Alors ça touche pas directement à l'architecture, mais quand même il y a pas mal d'échos. Notamment, il dit, peut-être petite précision, donc le design autonome, son idée, c'est d'utiliser les outils du design pour mettre en place des organisations communales d'autodétermination, d'autogouvernement, qui encouragent des modes d'organisation non capitalistes et non statocentrés. Ça veut dire des coopérations locales, on peut le dire. Et donc, il prend sérieusement en charge tous les enjeux de ce qu'on appelle le design de transition. C'est un truc qui existe depuis les années 60, 70 quand même, il y a toute une littérature sur ça, qui parle de relocalisation, de convivialité, de commoning, les communs, d'économie alternative, de décroissance, tout ce pan-là du design. Lui, il le reprend et il va le plugger, il va le mettre sur des communautés autochtones de Colombie. Et il dit, est-ce que le design, c'est utile pour vous ou pas? Et si oui, bah, dites-moi en quoi c'est utile et voyez cet outil. Ouais. Donc c'est la mise en place d'ateliers populaires au contact de sociétés autochtones pour qu'elles s'arment contre la société occidentale. Dire en fait, juste la société occidentale, elle fonctionne avec le design. Elle design des territoires. C'est contraire à ce que vous pensez, d'accord, mais comprenez ces outils-là et pensez vos systèmes en tout contre ça. Pas contre, tout contre. Ça veut dire vraiment coller à ça, quoi. Des espèces de barricades, mais que ce soit des barricades quand même poreuses. Mais il faut quand même que ce soit des barricades. Il faut qu'on fasse attention. Du coup, je vous invite quand même à regarder le travail d'Arturo Escobar parce qu'il est assez intéressant. Il est profondément écologique. Et puis surtout, en retour, il nourrit vraiment tous ces mouvements de design de la transition en s'appuyant sur les ontologies, ce qu'il appelle les ontologies relationnelles. C'est que par ailleurs, les communautés autochtones, elles vivent dans des mondes, des tissus de relations, des tissus d'interdépendance. Et du coup, dans leur esprit, tout est relation. C'est-à-dire que quand on vit auprès d'un fleuve, en fait, le fleuve, il est vivant et la barque qu'on taille dans un tronc pour aller sur ce fleuve, c'est jamais anodin. C'est un ensemble de relations qui sont des relations fortes. C'est-à-dire que cet arbre-là grandit à cet endroit-là, sur ce fleuve-là, et la manière dont on pagaie. Et enfin, vous voyez, c'est en fait, même le truc, c'est que la manière dont on crée des objets, la manière dont on se déplace, la manière dont on vit à un endroit donné, tout ça est imbriqué à l'intérieur de tissus très mouvants qui sont reliés dans les têtes. Et du coup, en fait, on est toujours en codépendance avec des tas de choses. Et il dit, mais ça, par ailleurs, en retour, ça nourrit énormément la pratique du design. Et donc, la pratique de l'architecture. C'est qu'est-ce que ce serait qu'une architecture relationnelle? Une architecture des ontologies relationnelles. Mais en fait, à ce moment-là, on retombe sur le pont racine vivant des Indiens, quoi. C'est-à-dire que eux, en fait, dans leur tête, les relations, elles sont tellement extraordinaires. À un moment, ils ont l'idée, pour pouvoir passer par-dessus une rivière sur la mousson, d'attraper des branches souples de figuier,
de les mettre par-dessus la rivière et pendant 30 ans de les tisser pour que ça fasse un pont sur lequel 50 personnes peuvent passer et qui n'est pas détruit par la mousson. Vous vous rendez compte de la puissance, intelligence collective de ça? C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire, nous, à côté, franchement, on n'utilise pas beaucoup notre intelligence dans le quotidien, quoi, pour répondre à nos problèmes. Quand on a un problème, on téléphone ou on va à un endroit où il y a déjà la solution, quoi. Enfin, voilà, ça pose des tas de questions. Je vais pas trop loin. Et puis la question, parce qu'on parle quand même de décoloniser nos vies et nos imaginaires, c'est quand même la question des imaginaires. Et pour le coup, les pensées décoloniales, elles sont quand même vraiment intéressées à cette question des imaginaires. Il y a ce petit livre qui est très intéressant de Ngugi wa Thiong'o qui s'appelle Décoloniser l'esprit, Decolonizing the Mind, et qui lui du coup est kényan, et il a décidé en 1980, il a passé toute sa vie d'écrivain à écrire en anglais, parce que du coup le Kenya était une colonie anglaise, et en 1986, il a décidé d'arrêter d'écrire anglais. Et son dernier livre en anglais s'appelle Décoloniser l'esprit, et c'est un adieu à la langue anglaise, et depuis il ne fait que écrire dans sa langue originelle kenyane, qui est un dialecte dont je me souviens plus, mais c'est dans le livre. Et cette petite phrase de Ngugi wa Thiong'o est quand même très intéressante. Il dit « On continue un peu partout dans le monde d'empêcher des communautés de s'exprimer dans leur langue. On continue de les railler et de les humilier, d'apprendre à leurs enfants à avoir honte et à faire comme si le respect et la dignité ne pouvaient se gagner qu'en rejetant leur langue maternelle et en apprenant la langue dominante, celle du pouvoir. Mais la vérité est tout autre. Les vrais puissants sont ceux qui savent leur langue maternelle et apprennent à parler en même temps les langues du pouvoir. » Ça, c'est profondément décolonial. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que c'est pas seulement anti, c'est décolonial. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte de comprendre les outils de l'ennemi pour pouvoir ne plus les utiliser. Parce que l'enjeu des pensées décoloniales, c'est vraiment ça. Hein. C'est comment est-ce qu'on connaît les outils à un point suffisant pour ne plus avoir à les utiliser. Pour savoir que c'est pas des bons outils. L'enjeu, c'est pas de tout rejeter en bloc. L'enjeu, c'est de mélanger ça à un point tel qu'on puisse inventer quelque chose de nouveau et laisser tomber tout le pan qui ne nous intéresse pas et qui ne nous est pas utile. C'est ce que Vandana Shiva, l'écoféministe indienne mondialement connue, appelle des monocultures de l'esprit. Elle dit, de son point de vue à elle aussi, grandie dans des communautés paysannes indiennes, elle dit, mais pour inventer des monocultures agricoles, ça veut dire des champs en céréales de 300 hectares qu'on bastonne au tracteur avec des intrants chimiques. Pour inventer ça, il faut déjà avoir des monocultures dans la tête. Et dis-moi, j'ai grandi dans des pays où jamais on n'aurait eu cette idée-là. Enfin, pour nous, c'est un crime. On ne peut pas faire ça à la terre. Du coup, c'est parce que c'est déjà aride dans vos têtes que vous vous permettez de faire ce genre de choses. Ce qui est quand même une critique pas inintéressante. Et puis, pour terminer, Val Plumwood, une des grandes philosophes écoféministes australiennes, qui est décédée il y a une dizaine d'années, qui, elle, a vraiment repris l'ensemble de la tradition philosophique occidentale pour la déconstruire. Elle a passé sa vie à déconstruire les dualismes modernes. Et elle dit ça, elle dit l'enjeu, c'est pas d'arrêter avec la raison de la philosophie, quoi. Donc, la philosophie est quand même, dans le sens où nous, on l'entend, un projet occidental, né en Grèce, etc. En fait, il y a des philosophies indigènes, mais elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Elle dit, mais cette raison-là, cette philosophie-là, l'enjeu, c'est pas de l'arrêter. L'enjeu, c'est de bien regarder en face que la raison, elle peut être un véhicule soit de domination et de mort, soit de libération et de vie. La raison, elle permet de faire des choses magnifiques. Hein. On a des avancées sociales qui sont extraordinaires, on a des créations artistiques qui sont magnifiques. Ok, d'accord, mais tout en même temps, on est capable de tout détruire. Alors, comment est-ce qu'on fait le ménage dans cette raison? Comment est-ce qu'on essaye d'orienter au maximum cette raison pour qu'elle se tourne vers la libération et la vie, vers l'émancipation, plutôt que la domination et la mort? Et du coup, la réduction. J'accélère un petit peu. Moi, ça va, j'ai dit un peu. Si on s'ennuie, hein. Ouais, ça va alors. Du coup, la dernière question, enfin la dernière partie, c'est vraiment qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous ici et maintenant de devenir autochtone? Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est hyper inspirant, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les mouvements sociaux autochtones, ils existent partout sur la planète, et c'est des mouvements politiques profondément intéressants. Les discussions politiques qu'il y a dans les mouvements autochtones sont largement plus intéressantes que les discussions politiques en France. Hein. Enfin, allez voir, allez regarder. La manière dont ils posent les problèmes, la manière dont ils envisagent des solutions, c'est quand même des manières de penser le monde, enfin je dis ça de façon très personnelle, qui, moi, vraiment m'inspire bien plus que tout ce que je peux entendre par chez nous, même dans le monde occidental en général. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est ce qui est là, hein, l'Alliance des gardiens des enfants de la Terre-Mère, ils s'étaient réunis à Paris en 2015,
et c'est des représentants indigènes de plus de 300 peuples différents. Il disait ça: nous appelons les dirigeants du monde, les États, les Nations Unies et la société civile à amorcer une réflexion visant à abandonner progressivement les systèmes juridiques hérités de l'époque coloniale pour les remplacer par de nouveaux, traitant la nature, la terre-mère, en tant qu'entité porteuse de droits fondamentaux. Nous devons évoluer vers un paradigme basé sur la pensée et la philosophie indigène qui accorde des droits égaux à la nature et qui honore l'interrelation entre toute forme de vie et la préservation de la terre-mère. Il n'y a pas de séparation entre les droits des peuples autochtones et les droits de la terre-mère. Et si vous allez lire cette déclaration, par exemple, vous voyez qu'après, dans l'ensemble des ramifications, il rentre sur des questions énergétiques, il rentre sur des questions sociales, sur des questions de santé. Enfin, c'est vraiment, ils adressent tout un ensemble de questions. Enfin, c'est vraiment une espèce du coup, donc c'est pas les droits de l'homme, c'est pas des droits universels, mais c'est des droits pluriversels, des plurivers. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils disent, mais voilà, c'est un monde qui est fait de plusieurs mondes. Nous, on a nos mondes qui nous sont propres, on a nos cultures à nous. Mais en fait, il y a quand même un fond commun, il y a quand même un ensemble de choses qu'on a envie de défendre, mais c'est juste qu'on veut pas uniformiser le monde, on veut pas que ces droits fondamentaux-là, ils doivent être appliqués de manière même autoritaire à l'ensemble de la planète. Non, il faudrait juste qu'on se mette d'accord sur un fond commun et que de là, on puisse vivre l'unité dans la diversité. C'est comme ça qu'il parle d'unité dans la diversité et de plurivers. Et donc, c'est ce truc-là, c'est que c'est la fin des grandes lois, en fait. Faire un monde de plusieurs mondes, comment est-ce un monde décolonisé, ce serait un monde où on chercherait plus à imposer des manières de faire aux différentes parties de la planète Terre, mais où on serait dans des formes d'autodétermination communicante. Idéalement, c'est ça qu'on peut imaginer, une forme de cosmopolitanisme où, en fait, on s'autodétermine, et puis quand il y a besoin, on peut parler de certaines choses, mais c'est pas autoritaire, quoi. Et du coup, là, ça pose des tas de questions, parce qu'en fait, les conflits vont toujours continuer à exister. Les êtres humains, ils font quand même la guerre depuis à peu près toujours, mais ils font la guerre pas tout le temps. Et puis, il y a des périodes où ils font plus la guerre que d'autres. Donc, en fait, la guerre, elle est aussi directement accolée à des systèmes sociaux, à des manières d'habiter. Mais donc, comment est-ce qu'on gère des conflits au niveau international? Comment est-ce qu'on préserve les droits? Et notamment, dans leurs grandes avancées ces dernières années à ces peuples autochtones réunis, c'est la reconnaissance de la personnalité juridique à des entités naturelles. Le Gange, en Inde, et à la personnalité juridique. Il y a un fleuve en Nouvelle-Zélande, le Wanganui. Il y a l'Atrato en Colombie. Il y a des montagnes aussi. Et du coup, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a reconnu un droit de personnalité juridique fondamentale à une entité vivante comme une rivière, ben on peut plus la polluer, en fait. C'est un être vivant. Vous n'allez pas polluer un être vivant. Et si vous polluez un être vivant, vous allez payer. Et vous allez la réparer. Donc, en fait, si vous voulez, en termes d'impunité, c'est des modes de réponse qui sont hyper intéressants. C'est vraiment, ça, c'est décolonial. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'intérieur du droit occidental pour dire, ouais, mais attendez, en fait, juste, vous allez reconnaître la personnalité juridique à cette rivière parce que c'est un être vivant. Nous, on considère que c'est un être vivant. Et donc, si vous reconnaissez que c'est un être vivant, vous pouvez plus vous comporter avec ce fleuve comme vous le faites. Vous pouvez plus rejeter impunément des dégueulasseries dans ce fleuve. C'est pas possible. Et ça a été fait en Colombie, en Inde, en Nouvelle-Zélande. Du coup, le problème, c'est que nous, en France, il n'y a pas beaucoup d'autochtones qui revendiquent ça. Mais quand même, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir. Si la Meurthe, si la Loire, si le Rhône, ils disaient que c'était des entités vivantes et qu'on arrêtait de les polluer. Il faudrait qu'on change complètement la manière qu'on a d'habiter le long de ces fleuves-là. Il faudrait et donc c'est des vrais problèmes, c'est des vraies questions intéressantes. Et de ce point de vue-là, l'ensemble des ZAD, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, mais l'ensemble des luttes contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles en France, sont des espaces d'expérimentation, sont des laboratoires qui sont profondément intéressants pour ça. À Notre-Dame-des-Landes, vous vous rendez compte que quand même, sans idéaliser la chose, parce que ça a été extrêmement complexe, mais à cet endroit-là, contre un projet d'aéroport, dans un bocage, un marais, il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui étaient des paysans historiques du coin, des vieux paysans, des naturalistes pour sauver des espèces en danger, et plein de gens déter à occuper le terrain, à construire des cabanes et à faire des barricades qui se sont ramenés de toute la France. Et ces gens-là, ils ont vécu ensemble pendant 10, 12, 15 ans. Et ils ont construit un mode de vie à cet endroit-là qui était un mode de vie par plein d'aspects magnifiques, par plein d'aspects problématiques. Et puis en fait, c'est extrêmement difficile de construire un monde quand on doit faire face à la violence. Ça veut dire qu'il faut se protéger tout en construisant à l'intérieur. C'est hyper difficile. Mais si on les avait laissés construire tranquillement s'ils étaient en train de construire, franchement, ils y seraient encore et ils seraient allés loin. Ils sont déjà allés loin. Et notamment en termes de, alors j'allais dire de consensus, je sais même pas si c'est ça, mais c'est en termes de gestion du dissensus. L'enjeu, c'est pas forcément d'être d'accord. L'enjeu, c'est de vivre ensemble alors qu'on n'est pas d'accord.
Mais faire vivre ensemble des anarchistes militants avec des vieux paysans et des naturalistes, sur 15 ans, franchement, enfin, c'est pas facile, quoi. Mais ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire. Ils se sont confrontés à des problèmes qui sont exactement les problèmes auxquels des peuples autochtones peuvent se confronter. Et du coup, d'une façon bien moindre et encore différente, avec plein de problèmes encore d'individualisme et de rapport à la propriété. Enfin, nous, on a beaucoup plus de choses à déconstruire que des peuples autochtones pour aller faire des autochtonies, ça c'est sûr et certain. Mais il n'empêche que ça pose plein de questions hyper intéressantes. Et puis, en dernier lieu, ces peuples autochtones, quand même, ils ont aussi une capacité d'imaginer qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Il y a des livres qui sont hyper intéressants sur ça, notamment il y a un livre d'un ethnologue qui s'appelle Charles Stepanov qui a écrit Voyager dans l'invisible, où il étudie l'ensemble des manières qu'ont les peuples autochtones, surtout en Sibérie, de voyager dans leur tête. Parce que du coup, les chamans, c'est ça qu'ils font, ils font des voyages en esprit. Et ils sont capables de voyager à l'intérieur de territoires mentaux qui sont reliés à des territoires réels et qui leur amènent des informations qui s'avèrent véridiques sur des choses qui se passent après. On juge, peu importe qu'on juge ça magique ou scientifique, c'est la distinction que faisait Lévi-Strauss, de fait, c'est opérant, ça marche. Ils vivent avec ça, ça fonctionne. Et du coup, eux, ils ont la capacité ensemble, par ailleurs, d'ouvrir leurs imaginaires à un point tel. Parce que, par ailleurs, dans cette idée de décoloniser les imaginaires, c'est comment est-ce qu'on est capable d'ouvrir nos imaginaires? Où s'arrêtent nos œillères? C'est-à-dire que si nos imaginaires, ils sont un petit peu décolonisés, on est capable d'imaginer 2-3 trucs, de se dire, ah ouais, alors en fait, le biosourcé, ça pourrait fonctionner comme ça, ça pourrait fonctionner avec des artisans locaux, ce serait super et tout. Mais ce serait quoi une architecture chamane? Je dis pas ça pour avoir des réponses, hein, j'ai lu ça pour ouvrir les imaginaires. Ce serait quoi une architecture chamane? Ce serait quoi de dessiner un projet d'architecture en ayant pris de l'ayahuasca, une plante de transport? Je sais pas si c'est intéressant à faire, ça se trouve pas du tout. Mais ou de se mettre ensemble et de rêver ensemble, de faire un rêve collectif d'un projet architectural. Parce que les autochtones, ils savent faire ça, ils savent rêver ensemble. Ils savent se redire le lendemain ce à quoi ils ont rêvé et comment ils ont relationné les uns avec les autres dans la nuit. Et si vous faisiez ça, vous, en fait, que vous vous retrouviez le lendemain matin et que vous faisiez le projet architectural en ayant rêvé ensemble de ce projet. Ouais, peut-être, ouais. Donc tout ça pose la question de la réhabilitation. Là, j'accélère un petit peu parce que bon, c'est Mathias qui vous a sûrement déjà parlé sur les C'est quand même toutes les questions de biorégion. Mais je vous invite à aller voir. J'aimerais qu'on ait un peu de temps pour discuter. Il est déjà 10h20. Mais voilà, la question qui est importante, c'est celle des devenirs au pluriel. Ça veut dire qu'il faut aussi là aussi, il faut lâcher un imaginaire de progrès. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas d'avancer vers quelque part, mais c'est plutôt de trouver des manières de faire autrement. Deleuze et Guattari ont beaucoup travaillé sur ça. Alors, c'est des pensées complexes, hein, c'est des pensées philosophiques. Mais eux, notamment, ils parlent de mode mineur. Ils opposent le mode mineur au mode majeur. Et ils disent, bah, voilà, le mode majeur, c'est celui qui cherche à créer de la majorité, qui cherche à imposer des choses dans le monde. Et l'érection d'un bâtiment, c'est typiquement un mode majeur. Après, il y a des modes mineurs, il y a des modes qui se font par en dessous, qui sont comme des rhizomes, en fait, qui poussent par le milieu, qui vont dans toutes les directions à la fois. Et donc l'enjeu, c'est pas forcément de recréer des arbres, de dire bah, maintenant c'est comme ça que ça va se passer. Non, peut-être que l'enjeu c'est de diffracter tout ça. L'enjeu c'est de multiplier les devenirs. Et du coup, là, Deleuze et Guattari sont intéressants. Je vous le dis juste comme ça, et vous les lirez si vous voulez, mais ils ont plein de concepts qui nous font réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de fuite? Qu'est-ce que c'est qu'une germination? Qu'est-ce que c'est que germer? Qu'est-ce que c'est que la nomadologie, être nomade? Est-ce que vraiment on pense bien à la question de ce que c'est qu'être nomade? Et eux ils disent ça notamment. Ils disent, mais les nomades, c'est ceux qui habitent le plus. Hein. Parce que quand tu es sédentaire, en fait, c'est facile, tu te mets à un endroit et c'est là où tu es. Mais quand tu es nomade, tu es obligé d'habiter. C'est-à-dire tu es obligé de repenser en permanence le territoire sur lequel tu vis. Territoire qui est en permanence changeant et à l'intérieur, tes modes de déplacement changent aussi. Donc tu dois en permanence réactualiser ce que ça veut dire qu'habiter. Donc finalement, peut-être que les nomades habitent plus que les sédentaires. C'est des questions qu'ils posent en tout cas. Et donc dans tout ça, ils parlent de reterritorialisation. Qu'est-ce que ça veut dire que d'essayer de retrouver des manières de faire territoire? Et là, y a une alternative, il y a un problème, c'est qu'on a d'un côté des mégalopoles partout sur la planète, et que de mon point de vue, c'est ce que j'ai dit, l'impossible équation urbaine, je pense que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de créer ça en ville. Les modes de vie urbains dépendent de tellement de flux, dépendent de tellement d'artificialisation que c'est probablement extrêmement compliqué de le faire. C'est pas pour autant que c'est des terrains qu'il faut délaisser, hein, peut-être qu'il faut continuer à essayer. Mais par ailleurs, l'exode urbain devient quand même une stratégie intéressante, hein. Même pour l'architecture, je veux dire. C'est que quand on voit aujourd'hui dans un pays comme la France combien les villages de campagne sont délaissés,
combien tout est en train de tomber en ruine, d'être à l'abandon. On se dit que bah, peut-être que c'est là où il y a le plus d'espace pour recréer des architectures décolonisées, décolonisatrices, décolonisantes, je sais pas comment on peut les appeler. En tout cas, des architectures alternatives, quoi. Et tout ça nous renvoie au concept de biorégion que j'évoquais tout à l'heure au tout début, mais les biorégionalistes, eux, ils parlaient de réhabitation et ils disaient, mais voilà, comment est-ce qu'on revient à l'intérieur de milieux de vie, des bassins versants, des campagnes habitées, à l'intérieur desquelles on reprend des pratiques de subsistance. Et la biorégion, du coup, elle a des frontières qui sont floues, qui sont poreuses. Elle s'appuie à la fois, enfin, c'est des emboîtements d'échelle, quoi. Ça veut dire que ça peut à la fois être 30 km², mais ça peut aussi être 3000. Ça peut être un bout de bassin versant autour duquel on sait qu'on a un réseau de villages dans lequel on a tissé des interdépendances suffisantes pour subsister, mais qu'en même temps, il faut bien qu'on pense la solidarité de tout un bassin versant, de la source à l'aval, et que du coup, nous aussi, en faisant ça, on change vraiment nos rapports au territoire. On joue à différentes échelles en même temps, en fait, la manière dont on habite, et puis elle peut être plus mobile, c'est-à-dire que de la même manière, le vivant aussi peut nous inspirer beaucoup dans ça, la manière dont les pollens se déplacent dans le vent, dont les oiseaux migrent, dont les poissons remontent les rivières, enfin voilà, il y a plein de manières différentes. D'ailleurs, c'était Gary Snyder que je cite tout à l'heure qui disait ça, qui disait, lui, il imaginait ce que pourrait être un conseil de bassin versant. Ce serait une nouvelle institution qui prendrait soin d'un bassin versant, donc d'un fleuve, et de tous ses affluents, tout le réseau hydrographique d'un fleuve. Et il disait, le programme d'un conseil de bassin versant commence de manière modeste, ouvrez les guillemets, essayons de réhabiliter notre rivière de telle manière que le saumon sauvage puisse s'y reproduire de nouveau. Et il dit, mais attendez, juste 2 secondes, maintenant que j'ai dit ça, essayez de faire en sorte que le saumon sauvage puisse se reproduire de nouveau dans une rivière. Ça implique de transformer plein de choses dans la manière dont on fait ensemble. Il faut laisser de la place. Mais comment on fait pour laisser cette place? C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une usine le long de cette rivière qui balance des trucs dans la rivière, les saumons ils vont pas remonter. Hein. Les saumons ils sont sensibles. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait enlever toutes les usines du bassin versant ou avoir d'autres manières de faire usine. Ouais, d'accord, mais du coup, comment on fait? Et du coup, pour que le saumon il puisse remonter, il faut que tout au long du bassin versant, on sache à chaque étape qu'il y a des gens qui prennent soin de lui. Donc en fait, ça implique de se relier avec tout un bassin versant, depuis un estuaire jusqu'aux sources. Et c'est quoi ces relations qu'on tisse avec les gens? Est-ce qu'elles sont que pour le saumon, ou alors est-ce que maintenant qu'on s'est relié pour des saumons, on ferait pas autre chose ensemble? En fait, là aussi, vous voyez, ça ouvre tout un ensemble d'autres imaginaires. Et c'est la fameuse phrase de Peter Berg, enfin citation de Peter Berg, qui est un des inventeurs du terme de biorégion, qui disait « La question n'est pas de savoir combien de temps vous allez rester là où vous êtes, ou si vous vous apprêtez à en partir. Tout au long de votre vie, ce sera la même histoire. Le lieu dans lequel vous vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet? Quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre l'appareil ?» J'avais 2 exemples, et après ce sera fini, un peu concrets de ce que peuvent être des devenirs autochtones en France par chez nous. Alors c'est des exemples qui valent ce qu'ils valent, hein. Ils ont leurs limites et c'est très bien qu'ils aient leurs limites. Le premier, c'est l'atelier paysan, l'image qui est en bas à gauche. L'atelier paysan, c'est une coopérative d'autoproduction d'outils et de bâtis agricoles qui vise à une agroécologie paysanne. Donc vraiment, c'est comment est-ce qu'on construit des outils et des bâtiments agricoles pour faire advenir une agroécologie paysanne, non industrielle. Aujourd'hui, en France, il y a environ 100 sociétaires, donc 100 fermes. Et en gros, pour le dire vite, c'est de la recherche-développement populaire, quoi. C'est des groupes de paysans qui font du prototypage d'outils et de bâtiments, et il y a plein de trucs super intéressants qu'ils font, pour essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut se réapproprier la maîtrise des outils de travail et de donner corps à des formes de paysans qui soient aussi des artisans et surtout qui soient autonomes. Donc, en tout cas, une autre manière de faire agriculture qui s'appuie vraiment sur l'agroécologie qui existe déjà, mais qui en plus vient poser au-dessus de ça la question de la maîtrise des outils techniques, de l'autoproduction des outils techniques et des bâtiments. Et ils avaient fait notamment en 2016 aussi un plaidoyer pour une souveraineté technologique des paysans qui était vachement intéressant. Enfin, allez sur leur site, il y a plein de trucs vachement bien. En tout cas, c'est une manière justement de refaire territoire, de réhabiter, tout en posant la question technique, anti-industrielle, qui me paraissait assez intéressante. J'avais envie d'évoquer avec vous. Et des images comme celle-là, il y en a plein sur le site internet, vous pouvez aller les voir, vous pouvez les télécharger.
Et puis l'autre, c'est un projet assez récent qui existe depuis 2018, qui est le syndicat de la montagne Limousine. Donc c'est dans le Limousin, près du plateau de Millevaches, enfin sur et autour du plateau de Millevaches, où il y a des tas de gens qui se sont réunis sous cette phrase qui disait « Habiter ici, ça nous réunit beaucoup plus que tous nos désaccords ». Je trouvais être une jolie phrase après tout ce qu'on vient d'évoquer. Et du coup, le syndicat de la montagne, ça réunit à la fois des agriculteurs, des artisans, des gens qui vivent en communauté, des coopératives, certaines agences d'architecture aussi qui font de l'architecture vraiment écolo. Enfin, il y a pas mal de trucs différents, c'est très intéressant. Et à la question pourquoi un syndicat, ils répondent pour se regrouper sur le territoire que nous habitons et défendre nos intérêts communs. Une force collective qui soit plus que la somme des parties qui le constituent et qui puisse s'opposer aux puissances qui façonnent sur notre dos l'avenir du territoire, les banques, les administrations diverses, les lobbies économiques locaux, régionaux et internationaux. Et à la question quelle perspective au pluriel, ils disent relocaliser l'usage des ressources du territoire, l'eau, l'énergie, les forêts, l'alimentation, etc. Permettre l'accès à la terre et au logement à tous, défendre les infrastructures existantes que nous voulons sauver, s'organiser face aux violences du système, mettre en place un droit d'asile local et mettre un terme à notre échelle à la destruction du vivant. C'est presque un programme autochtone. Pas inintéressant en tout cas. Voilà. Et donc, en conclusion, pour aller assez vite, je reciter Mathias quand même, c'est la moindre des choses, parce que dans la classe. Non, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que de réentrevager nos savoirs et nos savoir-faire Du coup, je pense que la question de l'artisanat, elle est fondamentale. Michel de Certeau, il disait ça dans l'invention du quotidien. Il disait que on ne fait que braconner les usages, on ne fait que détourner les usages. En fait, les choses, elles sont créées pour des usages et puis après, les gens, ils les détournent. Ils excèdent, ils font toujours autre chose. Et donc, cette question du détournement, peut-être qu'elle est intéressante. C'est comment est-ce qu'on laisse aussi la liberté aux usagers de détourner ce qu'on fait ou pas. Et la liberté de détournement, c'est quand même pas anodin dans la capacité ensuite à s'autodéterminer collectivement. Par ailleurs, la question se pose aussi de ce que pourrait être une architecture de la libre évolution. En conclusion, je vais vraiment parler de liberté, c'est ça qui me paraît intéressant. La libre évolution, ça existe notamment là beaucoup dans les milieux naturalistes, on dit qu'on laisse des forêts en libre évolution. C'est-à-dire on sanctuarise 300 hectares de forêt, on dit on va pas y toucher pendant 150, 200, 300 ans. On la laisse en libre évolution, on la laisse évoluer d'elle-même. Et on regarde ce qui se passe, Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte, des fois sans l'avoir fait volontairement, qu'on a laissé pendant 50 ans un espace s'autodéterminer, la vie reprendre ses droits. Ça va beaucoup plus vite que tout ce que nous, on peut faire. En termes de vitesse de pousse, en termes de réhabilitation de sols qui sont dégradés, ça va à une vitesse folle. Donc, est-ce que, par ailleurs, des fois, on ferait pas mieux de laisser faire? Qu'est-ce que c'est qu'une architecture du laisser faire? Mais laisser faire, il ne faut pas non plus que ce soit un laisser faire qui laisse à tout le monde la possibilité de tout faire. La liberté, c'est pas la licence. La licence, c'est on peut tout faire. Le port d'armes, la licence, quoi. Mais la liberté, non, la liberté, elle a des limites, elle s'arrête quand même à certains endroits où commence celle des autres. C'est pas si con que ça comme phrase. Donc du coup, comment on peut laisser faire tout en assurant une justice écologique et une justice sociale? Volontairement, je pose des questions, j'apporte pas de réponse. Hein. Mais peut-être que ça impliquerait de changer nos modes d'habitation, de changer nos habitats pour changer nos habitudes. Parce que le truc, c'est que on est pris dans des habitudes. C'est hyper difficile de vivre complètement autrement quand on vit dans un pavillon, dans un lotissement avec une bagnole, on travaille à 30 km et les enfants à l'école 5 jours sur 7. Comment vous changez votre vie en fait? C'est ça qu'ils disaient les gilets jaunes, fin du mois, fin du monde, même combat. Bah ouais les gars, enfin, quand on a un SMIC pour vivre dans un lotissement avec un plein de bagnoles et des enfants à l'école, bah, c'est quand même pas facile de faire la révolution écologique. Donc comment on change nos manières d'habiter pour changer nos habitudes? Ça c'est une vraie question. Hein. Et sur ça, je n'ai vraiment pas de réponse. Et il y a des trucs intéressants. Il y a notamment le permaculteur australien, David Holmgren, il dit ça, il dit rétro-suburbia. Il faut transformer toutes les zones pavillonnaires du monde en jardins. Il faut que ce soit les zones pavillonnaires, qu'on les désartificialise, on les désimperméabilise, et on en fait des jardins forêts. Et du coup, on laisse les lotissements, c'est pas grave, ils finiront par se casser la gueule, on les rapiécera avec des bouts de bois, mais au moins c'est là où on aura à manger. Parce qu'il faut quand même qu'on ait à manger en dernier ressort. Et du coup, dans l'ensemble des banlieues du monde, les suburbs, bon, on n'a pas beaucoup à manger à part au supermarché. Voilà, je m'arrête un peu là. Peut-être pour terminer, il y avait deux choses. J'aime beaucoup cette biologiste amérindienne, qui est aussi autochtone, Robin Wall Kimmerer. Ça, c'est intéressant, vous voyez, c'est une biologiste qui est en même temps autochtone. Donc, elle
elle fait de l'intercession entre les mondes. Et elle dit, pour nous toutes et tous, devenir indigène d'un lieu signifie vivre comme si l'avenir de nos enfants importés, prendre soin de la terre comme si notre vie, tant matérielle que spirituelle, en dépendait. Et un des grands trucs des peuples indigènes et autochtones que j'ai pas dit, c'est que historiquement, depuis des millénaires, dans la manière dont ils prennent des décisions à 7 générations. Est-ce que la décision qu'on est en train de prendre maintenant sera toujours bonne dans 7 générations? Essayez de se projeter dans ça, de dire est-ce que vraiment ça, à long terme, ça fonctionne ou pas? Bon, nous, vous voyez bien que ça fait longtemps qu'on a arrêté de se poser la question, mais on pourrait peut-être se la reposer, c'est pas impossible. Et puis pour terminer, ce terme qui me semble être un terme vraiment intéressant pour penser tout ce qu'on s'est dit, qui est le terme phare des écoféministes, c'est le terme de reclaim. Et reclaim en anglais, c'est un terme polysémique parce qu'il peut à la fois dire revendiquer, donc dans le sens d'une revendication, d'une lutte, reclaiming ou reclaim, mais en même temps, il veut dire se réapproprier. Quelque chose dont on a été exproprié, on se le réapproprie, on en prend la charge. Et puis, reclaim, ça veut aussi dire réparer. C'est un terme qu'on utilise en écologie pour réparer des écosystèmes abîmés. Donc du coup, reclaim, c'est à la fois une lutte, une revendication, une réappropriation, donc une reprise en commun, et puis une réparation, un soin. Et je me disais que du coup, peut-être qu'en dernier ressort, c'était peut-être ça, et surtout que les mouvements écoféministes sont quand même des mouvements occidentaux, hein, donc que c'était peut-être ça, une des boussoles qui était les plus proches de nous aujourd'hui, c'était cette boussole du reclaim. Comment est-ce qu'à la fois on lutte tout en se réappropriant, tout en réparant? Je vais m'arrêter ici. Merci Marin. Ouais, de rien.